Bonjour à tous, bonjour à toutes. Au sommaire cette semaine, un point sur l'Hyperloop, ce tunnel qui doit nous permettre d'éviter les embouteillages. On va aussi recevoir 2 startups qui veulent disrupter la mobilité électrique et puis on essaiera le nouveau Range Rover. Bienvenue dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission, pour un nouveau numéro d'En route pour demain sur BFM Business et Tech Co afin de décrypter tout ce qui se passe sur le terrain de la mobilité. Alors la mobilité sont bien sûr les véhicules dont on parle chaque semaine avec 2 roues ou 4 roues, mais ce sont aussi les infrastructures. Hyperloop, ça vous dit quelque chose? C'est ce tunnel qui devait nous permettre d'éviter les bouchons en passant sous terre. On doublait donc finalement la surface des routes, mais depuis qu'Elon Musk, encore lui, a lancé en fait cette idée en 2012, on n'a pas vraiment vu des résultats concrets, comme vous allez nous l'expliquer. C'est à la quoi, bonjour. Bonjour Pauline. Oui, reprenant un concept plus ancien, Elon Musk a partagé pour la première fois son idée d'Hyperloop en 2012. Il parle alors d'un 5e mode de transport, après les voitures, les bateaux, les avions et les trains. Il proposait de faire circuler des capsules, des pods en anglais, transportant une 30aine de personnes dans des tubes à basse pression et allant à une vitesse maximum de 1200 km/h. 200 km, ça va vite quand même. Oui, très vite. Mais à l'époque, l'entrepreneur ne veut pas s'en occuper lui-même et lance un appel aux startups du monde entier pour développer son idée. Plusieurs entreprises répondent à l'appel d'Elon Musk, mais depuis, les projets ont du mal à décoller, voire sont abandonnés. Donc en fait, finalement, si je résume, Elon Musk a jeté une idée en l'air, mais il y a quand même eu, c'est quoi les principaux projets en développement d'Hyperloop depuis 2012, depuis une décennie du coup? Oui, alors on peut citer par exemple Virgin Hyperloop qui a fait un essai à 172 km/h avec passagers en novembre 2020 et quelques essais dans le désert du Nevada à 387 km/h, mais cette fois sans passagers. Mais depuis février 2012, l'entreprise a annoncé qu'elle se réorientait dans le transport de fret. Il y a aussi Hyperloop Transportation Technologies qui a multiplié les accords pour développer son Hyperloop. L'entreprise devait d'ailleurs ouvrir le premier tronçon pour l'exposition universelle Dubaï 2020, mais le projet ne s'est pas concrétisé. Oui, c'est ça, je me disais, Oui. je n'ai pas loupé quelque Non, chose, ça ne s'est pas produit. D'accord, tout va bien. Elle devait aussi installer un centre d'essai ici en France à Toulouse, qui n'a jamais vu le jour non plus. L'entreprise canadienne Transpod veut aussi lancer son Hyperloop en ouvrant une liaison entre Calgary et Edmonton, dans l'ouest du Canada. Mais cette ligne coûterait 18 milliards d'euros. Un premier tronçon d'environ 20 km doit d'ailleurs relier Edmonton à son aéroport dès 2027. Et une piste d'essai de 3 km devrait aussi ouvrir début 2023 en France dans la Haute-Vienne. Donc pour l'instant, on est à 4 projets, dont 2 et demi qui n'ont pas vraiment fonctionné, mais on a quand même un peu d'espoir, essayer de voir un jour circuler un Hyperloop où finalement c'est quand même une arnaque. Alors, il y a plusieurs points financiers et surtout de sécurité qui sont difficiles à résoudre. L'ancien directeur technique d'Alstom Transport, François Lacôte, a d'ailleurs sorti une étude de faisabilité en 2018 qu'il avait appelée Hyperloop, formidable escroquerie technico-intellectuelle. D'accord, le titre veut tout dire. Oui, Okay. voilà. Il y présente des problèmes de sécurité, par exemple, comment on peut évacuer des personnes dans un tunnel d'une centaine de kilomètres et sous vide d'air, ou encore qu'il faudrait 10 kilomètres pour que l'Hyperloop puisse s'arrêter en urgence. Selon le Time Magazine, même Elon Musk n'aurait jamais vraiment cru en ce projet. Il aurait avoué à son biographe que son seul but à l'époque était de faire capoter un projet de TGV en Californie dans lequel il ne croyait pas. Et d'ailleurs, le premier prototype de tunnel Hyperloop qui avait été construit par l'entrepreneur il y a 4 ans. Donc il y avait quand même un prototype, un jour vraiment dur, quelque chose qui a existé. Bon, Oui, voilà, c'était une sorte de tunnel et donc il a été construit il y a 4 ans et selon Bloomberg, récemment, il a été démonté et va être remplacé par un parking pour les employés de SpaceX. Bon, et bien ça veut tout dire, finalement, pour l'instant, Hyperloop, ça ne fonctionne pas vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est à la quoi, journaliste BFM Business. On passe tout de suite à l'invité de la semaine. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Alors comme Elon Musk, notre invité cette semaine a le credo de la mobilité électrique, mais pas lui sur les voitures neuves, plutôt en transformant des véhicules qui existent déjà, des véhicules utilitaires, en véhicules électriques. Bonjour Antoine Desferret. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Tolv. Exactement. Alors juste en quelques mots, Tolv, est-ce que vous pouvez nous expliquer le business model de votre société qui fait du rétrofit? Absolument, vous l'avez dit, on fait du rétrofit, donc on convertit des véhicules thermiques, essence ou diesel existants, en véhicules 100% électriques.
Et nous, on a une petite particularité, c'est qu'on le fait spécialement pour des entreprises et pour des collectivités. Et on est spécialisé sur le véhicule utilitaire. Alors justement, pourquoi vous avez choisi de partir sur le véhicule utilitaire alors que c'est vrai que le rétrofit, on en a beaucoup parlé sur les petites voitures avec les Mini, sur les voitures de collection avec des Porsche ou des Peugeot, et vous, vous êtes sur le Trafic, le Renault Trafic. Exactement. En fait, quand on a démarré notre société, on voulait forcément faire du véhicule pour le grand public, du véhicule particulier. Parce que c'était un peu plus cool, parce qu'on se disait on va livrer dans la France entière tous les véhicules qui existent. Et ensuite, on a été ramené progressivement à la réalité. Et on est parti de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est un simulateur de devis qu'on a mis sur notre site. Et en fait, on a dit fake it until you make it. Donc, nous, on peut faire n'importe quel véhicule. Dites-nous ce que vous avez et on vous dira combien ça coûte. Et si ça vous intéresse, laissez-nous votre numéro de téléphone, on vous rappelle. Et là, il y a plus de 20 000 personnes qui ont fait ce simulateur de demande de devis, donc ça a complètement dépassé nos espérances. Et en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient des véhicules particuliers convertissaient très mal. Donc ça veut dire que quand on leur affichait un prix et qu'on leur demandait est-ce que vous êtes intéressé, laissez-nous votre numéro de téléphone, ils ne le faisaient pas du tout. Et par contre, les personnes qui avaient un véhicule utilitaire, elles laissaient leur numéro de téléphone en disant appelez-moi, je suis intéressé. Et après, on a appelé ces personnes et on s'est rendu compte qu'elles avaient des problèmes beaucoup plus profonds que ce qu'on imaginait. Donc, non seulement elles ont un véhicule utilitaire qui coûte plus cher qu'un véhicule particulier traditionnel, donc il y a une plus forte valeur résiduelle, mais elles ont un véhicule utilitaire qui est aménagé pour les besoins de leur métier. Oui, donc ça ne se retrouve pas forcément facilement en neuf, ce type de véhicule. Exactement, ou alors ça coûte de l'argent de réinvestir dedans pour le faire en neuf. Elles ont des véhicules qui n'existent pas encore chez les constructeurs automobiles ou alors qui coûtent très cher. Donc quand il y a des contraintes de ZFE, c'est ultra difficile Oui, il faut changer tout de suite, sauf qu'il n'y a pas le véhicule neuf en face. Exactement. C'est des véhicules qui sont floqués, leurs équipes ont l'habitude de l'utiliser. Et donc tous ces éléments, ça nous faisait un faisceau d'indices qui faisait que le véhicule utilitaire nous paraissait être une bonne cible. Et puis commercialement parlant, quand moi je discutais avec une personne au téléphone, en fait potentiellement elle avait 5, 10, 30 véhicules, 200 véhicules à convertir. Donc ça nous paraissait plus facile, plus scalable, plus industrialisable comme concept. Et donc on a commencé sur le Renault Trafic, qui est l'un des véhicules les plus utilisés par les professionnels et par les collectivités en France. Donc vous en parliez à l'instant, vous avez sur ce site demandé combien les gens étaient prêts à payer. Aujourd'hui, maintenant que vous avez affiné le marché, que vous êtes sur le Renault Trafic, combien ça coûte si je viens moi avec mon utilitaire vous voir pour le transformer en véhicule électrique ? À l'heure d'aujourd'hui, sur le Renault Trafic, notre objectif, c'est d'être 2 à 3 fois moins cher que l'équivalent électrique qu'on pourrait trouver chez un constructeur automobile traditionnel. Donc, subvention déduite, on est à 19 400 € hors taxe pour un premier véhicule. Ensuite, on a des prix dégressifs qui sont évidemment présents en fonction des volumes. Oui, si on fait une flotte de 30, 50, etc., Exactement. Bien sûr. Et à ça, on peut ajouter des subventions locales, donc là, qui ne sont pas comprises dans ce prix. Par exemple, la région Île-de-France a une subvention de 2 500 €, donc on arriverait à 16 900 € pour le Renault Trafic converti à l'électrique dans la région Île-de-France. Et ensuite, ça varie, c'est le pendant incitatif des zones à faible émission. Donc ça varie en fonction des régions, c'est une aide qui est attribuée après la conversion, donc c'est pour ça qu'on ne l'inclut pas directement dans le prix, mais on est à la disposition des professionnels avec lesquels on travaille pour les aiguiller vers ces aides et faire les dossiers avec eux pour que ce soit facile. Oui, parce que finalement, là, on ne parle pas du bonus qu'on connaît tous pour acheter un véhicule neuf, c'est vraiment des aides locales, il n'y a pas d'aide globale pour le rétrofit, ou il y a une aide globale en plus qui va s'ajouter à ces aides locales? Non, alors il y a une aide globale qui est déjà déduite du prix, puisqu'elle est déduite au stade du devis. Donc c'est un peu comme si vous alliez voir votre constructeur, et votre constructeur va automatiquement vous mettre une prime. Et cette aide, elle est de combien du coup? Elle est de 9 000 € en France pour les professionnels sur les véhicules qui nous concernent. Il y a aussi une aide pour les particuliers et en fonction des tailles de véhicules, mais là, j'en suis pas du tout un professionnel. Donc, pour le Renault Trafic, en tout cas, c'est 9 000 €. Là, vous avez aussi noué tout un partenariat avec Renault, qui est le créateur à la base du Trafic. Pourquoi vous avez voulu aller travailler avec le constructeur? C'est parce que c'est plus simple pour ensuite faire réhomologuer les véhicules? C'est parce qu'eux ont peut-être la possibilité de vous aider à industrialiser? Parce que je me doute que transpasser de l'idée à la réalisation, c'est passer à une autre échelle? Ouais, en fait, on ne l'a pas du tout fait pour l'homologation du Renault Trafic ou pour ce véhicule en particulier, puisque ça, c'est un véhicule que nous, on avait déjà développé et déjà homologué au moment où on a signé le partenariat ensemble. Mais par contre, c'est un partenariat d'ampleur qui va nous faire gagner beaucoup de temps dans notre roadmap et qui fait beaucoup de sens. En fait, avec Renault, on a discuté pendant longtemps, ils ont fait tout un audit technique, financier, commercial du secteur. Ils nous ont sélectionnés comme leur partenaire de choix pour développer le rétrofit dans leur usine de Renault Flin, qui va s'appeler la Refactory. Et ensemble, on va convertir des Renault Master, donc qui sont la version un tout petit peu plus grande que le Renault Trafic, qui sont aussi très utilisés par les professionnels. Et c'est un partenariat qui se découpe en différentes phases. Il y a une phase de conception qui reste chez nous, mais on bénéficie de leur aide, de certains de leurs ingénieurs, de leurs expertises, pour nous aider à mieux intégrer les composants, à avoir des meilleures performances.
On va aussi faire un sourcing en commun, donc on va pouvoir avoir accès à leur catalogue de pièces, ce qui va nous permettre De faire baisser les coûts, je de suppose, faire pour baisser vous. les coûts et puis d'avoir accès à des pièces avec des bonnes performances, enfin des meilleures performances encore, des meilleures intégrations, puisque c'est des pièces qui communiquent déjà très bien entre elles, etc. L'homologation, c'est nous qui la faisons, puisque c'est justement notre expertise de savoir homologuer des véhicules thermiques en véhicules électriques. Vous homologuez une fois par modèle ou il faut réhomologuer selon que c'est un utilitaire, je ne sais pas, qui fait plutôt du froid, qui est plutôt pour un artisan, etc. En fait, la version globale, c'est qu'on homologue une fois un type de véhicule et ensuite on peut le faire sur tous les véhicules équivalents de la même gamme. Il faut quand même rentrer un tout petit peu plus dans le détail parce que le Renault Trafic qu'on a homologué jusqu'à présent, c'est le Renault Trafic de 2000 à 2010 et ensuite il y a la version 2010-2014 qui vient se rajouter, qui est une extension d'homologation. Mais globalement, c'est une homologation par type, donc c'est pas un modèle entier, mais c'est une grande partie d'un modèle C'est et des de phases de configuration. vie en fait d'un même Exactement. modèle. D'accord. Phase de vie et type de configuration, Ok. parce qu'un trafic utilitaire n'est pas exactement la même chose qu'un trafic passager, donc pour transporter des personnes. Bien sûr. Donc bon, il y a quelques variantes, mais globalement, c'est par type de véhicule. Un trafic passager, par ailleurs, vous pourriez aussi le transformer? Alors techniquement, on peut, mais réglementairement, actuellement, on ne peut pas. C'est quelque chose qu'on va sûrement développer par la suite, parce qu'on a beaucoup de collectivités qui nous le demandent, pour faire du transport pour leurs associations, pour leurs équipes de foot, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et aussi des transporteurs qui nous posent la question, donc on va peut-être le faire. Pour nous, ce n'est pas un challenge technique incommensurable, mais c'est toujours des coûts, du temps de notre équipe, de l'immobilisation de Bien sûr. véhicules, de moyens de test, etc. Donc on y va étape par étape pour apporter une réponse pragmatique pour ces professionnels. On parle Renault, donc on a parlé trafic, on a parlé master. Ensuite, il y a beaucoup d'autres utilitaires sur le marché. Ça fait partie de vos cibles pour la suite? Oui, absolument. En fait, on a souvent coutume de dire qu'on n'a pas inventé le rétrofit, mais on a inventé une manière de le rendre scalable et industrialisable. En fait, convertir des véhicules thermiques en véhicules électriques, on pourrait tous le faire. Même vous et moi je suis le non-ingénieur de la bande, et je pourrais le faire si on me laisse 6 mois avec des batteries et un moteur, il y a un moment donné où ça va fonctionner. Sauf que le faire de manière scalable, industrialisable, avec des bonnes performances pour les clients, avec une qualité et une sécurité nécessaires sur l'industrie automobile, ça c'est difficile. Et pour faire ça, ça fait 3 ans qu'on a une vingtaine d'ingénieurs qui travaillent tous les jours à rendre ce produit parfait, entre guillemets, pour l'industrie automobile. Et donc on a développé un kit qui est standard et modulaire. Donc standard et modulaire, ça veut dire qu'on a développé des briques technologiques, moteur, batterie, etc., qu'on utilise actuellement dans le Renault Trafic, mais qu'on pourra décliner dans d'autres modèles de véhicules et d'autres segments de véhicules. Donc autrement dit, là on a Trafic et Master de la marque Renault, mais si demain on va aller faire le Sprinter de chez Mercedes ou le Boxer chez Peugeot ou peu importe d'autres utilitaires, globalement on va réutiliser les mêmes composants qui sont déjà homologués, on va les mettre dans un autre véhicule et on devra passer des tests complémentaires d'homologation, mais beaucoup moins difficiles, beaucoup moins longs à passer, beaucoup moins coûteux. Et donc ça va nous permettre de mettre sur le marché de plus en plus vite des véhicules et des gammes électriques. C'est une logique de surtout qu'en plateforme plus, automobile. souvent, en fait, un modèle qui est fabriqué chez un constructeur est réutilisé, il en fabrique pour plusieurs autres constructeurs, donc je pense que Exactement. ça doit vous simplifier la tâche. En termes justement de flotte, c'est quoi vos objectifs de production cette année, l'année prochaine? Donc là, on est actuellement en phase de pré-industrialisation, donc c'est la toute première fois qu'on va mettre des véhicules sur la route dans les semaines qui viennent. Je suis ultra excité à cette idée. Dès que je vais dans notre usine pilote à Grenoble, je vois des véhicules de nos clients partout et ça rend trop content. Donc là, on va en livrer une dizaine cette année à nos clients, principalement à des PME et à des collectivités. L'année prochaine, on projette d'en livrer une centaine sur le Renault Trafic. Et l'année suivante, donc 2024, on devrait faire 1 millier d'unités sur le Renault Trafic toujours. Et ensuite, sur le Renault Master, la production va se faire sur le site de Renault Flin, pour le coup, donc sur leur usine. Elle va commencer tout début 2024, normalement, et on va livrer à peu près 1500 unités sur les 18 mois d'industrialisation. Ça, c'est une phase de POC pour vérifier que à la fois on sait concevoir, qu'on sait vendre et qu'on sait produire. Et si ça se passe bien, on a une deuxième phase qui est prévue de passage à l'échelle de ce partenariat, mais on ne sait pas encore de quoi elle sera constituée, parce que c'est des discussions qui sont en cours. Et bah du coup, Antoine, je pense que vous serez obligé de revenir nous en parler pour Avec grand suivre plaisir. l'évolution de Tolv. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va rester sur des grands véhicules, mais on va un peu faire le grand écart entre véhicules 100% électriques et puis véhicules thermiques, puisque l'essai de la semaine, c'est le dernier Range Rover. Alors c'est un modèle avec un V8, c'est un modèle qui fait 5,25 m de long. Enfin, c'est que des superlatifs, une véritable expérience de conduite. C'est un essai de Julien Bonnet et Jean-David Duhart. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai.
Retour aujourd'hui sur un des joyaux automobiles de la couronne britannique avec l'essai de ce nouveau Range Rover. Derrière ce nom, une marque, Land Rover, qui était particulièrement chère à la reine Elisabeth II, qui vient malheureusement de nous quitter. Mais une marque qui n'était plus vraiment britannique depuis un certain temps. En effet, elle est née en 1948, cette marque Land Rover. À l'origine, c'était plutôt un véhicule d'ailleurs, et c'est qu'en 1978 que Land Rover devient une marque à part entière. Dans les années 90, elle passe successivement entre les mains de BMW puis de Ford. Et puis en 2008, c'est finalement l'Indien Tata Motors qui rachète l'ensemble Jaguar Land Rover. Malgré ce changement de propriétaire, la production reste principalement localisée en Angleterre, de quoi rester une marque so British. D'ailleurs, Range Rover, c'est presque une marque dans la marque avec 4 modèles, l'Evoque, le Velar, le Range Rover Sport et le Range Rover tout court, c'est celui dont nous disposons aujourd'hui. Une version assez imposante puisqu'il s'agit de la variante longue empattement avec 7 places, dont 2 places déployables électriquement dans le coffre. Un véhicule très massif, 5,25 mètres de long, mais qui reste assez sobre dans le luxe. Il en impose sans être trop tape à l'œil. Mais hissons-nous tout de suite à bord de ce paquebot de la route. À bord de ce Range Rover, donc dans une finition autobiographie, donc la finition la plus luxueuse disponible dans la gamme. Et on est vraiment dans cette ambiance de gentleman farmer, très britannique. Donc finalement avec pas mal de cuir, ce petit cuir beige qui apporte pas mal de luminosité à l'intérieur. On a également un toit vitré panoramique et ouvrant et un énorme espace à bord. C'est un peu comme si on partait avec son salon. Donc bien sûr les 3 rangées de sièges. Et donc on a un empattement, c'est-à-dire l'espace entre les roues avant et les roues arrière qui fait plus de 3 mètres. C'est tout simplement gigantesque. Pour contribuer à cette ambiance salon, on a également des sièges en cuir très confortables, des petits détails en bois et pas mal de prises USB et de rangement pour stocker des choses avec notamment cette double boîte à gants à l'avant. Avec un véhicule d'un tel gabarit, on est aussi bien content de disposer d'un rétroviseur intérieur caméra, donc une caméra qui est située sur l'antenne sur le haut du véhicule et me donne donc une vision directe sur la circulation derrière moi. Dans ce salon, on a également pas mal de technologies avec un écran pour les compteurs et une dalle 13,1 pouces, l'écran tactile, pour l'infodivertissement. Donc il a une très bonne définition, il est très réactif, il est incurvé et en plus on a une fonction de retour haptique, c'est-à-dire que quand je vais appuyer sur une touche, je vais avoir un retour physique pour me signaler que j'ai bien appuyé sur une commande. On a bien sûr les classiques, Android Auto, CarPlay pour la connectivité avec le téléphone. On va voir tout de suite sur la route ce que donne ce Range Rover. La première chose qui frappe au volant de ce Range Rover, finalement, c'est le confort de conduite et surtout le silence. On est particulièrement bien isolé du reste de la route et malgré l'énorme moteur qu'on a sous le capot, finalement, on est très bien isolé, on l'entend très peu à part en mode sport. On a un confort de conduite très poussé, donc ça passe par notamment l'amortissement et les suspensions pilotées qui vont parfaitement filtrer la route avec un système notamment de caméra pour repérer les imperfections et pour les anticiper au niveau du comportement routier du véhicule. Donc nous, sur notre version d'essai, on dispose d'une motorisation 100% thermique, donc c'est assez rare maintenant. Mais en fait, on a un énorme V8 de 530 chevaux, donc essence. Donc ça va nous permettre d'avoir vraiment une puissance disponible à tout moment qui est assez phénoménale. Et pour une utilisation tout-terrain, avoir la motricité nécessaire. D'ailleurs, on a plusieurs modes de conduite qui vont nous permettre d'évoluer dans différents environnements tout-terrain. On a également pas mal d'aide à la conduite, donc bien sûr le régulateur de vitesse adaptatif associé à un suivi des lignes de la route et ça il fonctionne plutôt bien et notamment il réagit assez bien lorsqu'un véhicule va s'intercaler devant vous, il ne va pas trop freiner brutalement, il va juste réguler la vitesse assez naturellement. On a également un véhicule qui est complètement entouré de caméras et vu ses dimensions, ça c'est assez pratique pour se stationner ou effectuer quelques manœuvres et finalement on va vraiment pouvoir observer le véhicule sous tous les angles. Même chose toujours sur la visibilité, en plus de l'écran des compteurs qu'on peut paramétrer sur différentes configurations, je vais avoir un affichage tête haute pour m'indiquer la limitation de vitesse sur la route sur laquelle je circule ou encore les indications du GPS. Et ça, c'est très pratique pour ne pas quitter les yeux de la route. Ce Range Rover, dans cette finition haut de gamme, il affiche des tarifs logiquement très élevés. On part de 175 000 €, c'est le tarif de base. Et nous, on a rajouté sur notre modèle d'essai 6 000 € d'options. Mais il ne faut pas oublier le malus avec notre gros V8, alors que ce Range Rover il est aussi proposé en version hybride rechargeable notamment. Et là, on n'échappe pas au malus, 40 000 €, le malus maximal. Et ça nous évite aussi de payer le malus au poids, parce qu'en fait, c'est le plafond actuel du malus. Et pourtant, avec 2,7 tonnes, c'est sûr qu'on aurait payé un supplément de cette nouvelle taxe qui s'est ajoutée cette année.
Pour ce prix, il est vrai qu'on dispose d'un véhicule très confortable, avec une capacité de remorquage, des capacités tout-terrain, donc finalement un véhicule vraiment complet. Mais c'est sûr que pour Land Rover, c'est dur de trouver aujourd'hui un positionnement. La marque elle est relativement en retard sur son électrification, alors que côté Jaguar, on vise finalement une gamme 100% électrique pour 2030. Cela se retrouve dans les résultats du groupe Tata Motors qui a enregistré un 6e trimestre consécutif de pertes. Et alors que son activité elle se développe en local en Inde, finalement le mouton noir un peu, c'est Jaguar Land Rover qui est de nouveau en déficit. Des défis importants pour le français Thierry Bolloré qui est arrivé à la tête de Jaguar Land Rover fin 2020, avec notamment l'objectif pour la partie donc Land Rover de vendre 60% de ses véhicules en zéro émission à horizon 2030. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, en région. Allez, c'est déjà l'heure de notre séquence en région et nous ne partons pas très loin puisqu'on va rester entre Paris et les Hauts-de-France avec Mobion. Christian Bruyère, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes le fondateur, vous êtes un habitué, vous êtes déjà venu nous voir sur le plateau d'En route pour demain. Et votre business model, il fait un peu écho à Tolv qu'on a reçu au début de cette émission puisque vous aussi, vous êtes dans le véhicule électrique, vous c'est le scooter et vous vous installez aussi en France parce que votre but c'est de faire un scooter made in France. Mais alors expliquez-nous un petit peu parce que le but c'est pas simplement d'apprendre des pièces qu'on achète un peu partout dans le monde et puis de les assembler et hop on met un petit tampon fait en France, c'est d'imaginer comment on va fabriquer en France, réutiliser en France pour faire en sorte que le scooter soit le plus durable possible. Ouais, on appelle ça la pérennité programmée chez nous. En fait, on a fait une conception qui est pensée pour réutiliser les composants parce que tous les composants n'ont pas la même durée de vie. Si vous prenez un véhicule, en l'occurrence notre scooter, moi quand je le regarde, je ne vois pas un scooter. C'est mon directeur de production et mon directeur des opérations qui dit toujours ça. Nous, on ne voit pas un scooter, on voit des composants qui collaborent pour préparer un service, pour donner un service. Et dans ces composants, il y a des composants en polymère, en plastique, puis il y en a d'autres qui sont des roulements, d'autres sont des composants électroniques, mais ils n'ont pas tous la même durée de vie. Et donc, souvent, un produit est limité par la durée de vie de son composant le plus fragile, ce qu'on appelle le maillon faible. Et en fait, c'est dommage parce que si on pense la conception dès le départ pour pouvoir réutiliser les composants qui ont des durées de vie plus longues, c'est-à-dire qu'on fait un design démontable, on appelle ça, du coup, on peut beaucoup réduire le coût du produit et donc avoir un service qui va au final coûter beaucoup moins cher que dans l'économie linéaire où on jette tout ou alors on recycle, mais recycler, ce n'est pas la solution parce que quand on recycle, en fait, on dépense beaucoup d'énergie pour transporter là où c'est recyclé. Ensuite, il faut broyer ou fondre, puis ensuite il faut retransporter pour aller chez le fabricant de l'équipementier qui lui-même va envoyer chez le constructeur. Enfin, c'est une gabegie d'énergie extraordinaire. Alors que si on pense service, industrie servicielle, et qu'on a fait une économie de la fonctionnalité et de la coopération, là, on est capable de penser un produit pour un service dès le départ. Alors justement, quand on préparait l'émission, vous m'avez dit recyclage, c'est pas possible, il faut pas penser comme ça. Moi, je mets des produits très chers dans mon véhicule pour que justement ça dure longtemps. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les freins, vous allez pouvoir les remettre dans d'autres véhicules, que la batterie, vous allez pouvoir la retransformer. Est-ce que vous avez des exemples concrets pour que justement on fasse la différence entre un manufacturing durable et le recyclage classique qu'on connaît tous? Les freins, non, on ne va pas pouvoir. Les disques de frein... Mauvais exemple, mince, bon. Mauvais exemple pour les disques de frein. Mais le moteur, par exemple, c'est le cas. Un moteur électrique, c'est très efficace. Tous les moteurs électriques aujourd'hui sont au-delà de 90% de rendement. On monte jusqu'à 97-98%. Et un moteur, alors les moteurs qu'on utilise nous sont des moteurs brushless. Ça veut dire que c'est un stator qui est en fait du cuivre avec des électroaimants et un rotor qui sont des aimants permanents. Et ça, en fait, ça a des durées de vie infinies. Alors, on n'a pas été autorisé à les amortir sur plus que 20 ans, parce que c'est mobilier. Et donc, l'administration ne nous autorise pas à amortir sur plus de 20 ans. Mais donc, du coup, vous pensez qu'il pourrait durer 30 ans, 40 ans sans aucun souci et que finalement, on pourrait passer d'un scooter à un autre Certains artisans ou certains agriculteurs vous diront, moi, j'ai un moteur, il est là, mon arrière-grand-père l'utilisait déjà. Et pourquoi pas? On était capable... moi, j'avais une grand-mère qui avait des laveries et elle réparait ses machines à laver, elle ne les changeait pas. Et c'est quelque chose qui devrait
être possible de faire aujourd'hui. Alors en tout cas, nous, on ne savait pas que c'était impossible, donc on est en train de le faire. Et là, vous êtes en train d'industrialiser dans les Hauts-de-France. Ah oui, on a fait l'acquisition avec beaucoup de difficultés d'une usine qui était une usine de tôlerie fine avant, donc qui fait de la tôlerie fine, de la soudure par point, de la peinture. Enfin, il y avait tout dedans pour pouvoir faire notre scooter électrique et surtout nos batteries. Et donc, du coup, on s'est battu pour réussir à l'acquérir. Heureusement, une de mes investisseuses, qui s'appelle Cécile de Guilbon, qui est une ancienne vice-présidente de Renault, m'a beaucoup aidé parce qu'elle connaît bien l'immobilier. En fait, elle était en charge de l'immobilier pour Renault Monde. Et donc, elle nous a aidés à faire l'acquisition de cette usine. Elle s'est déplacée dans l'Aisne, rencontrer le président du tribunal de commerce, etc. Enfin, Donc, ça a été un long toute parcours. une aventure. Et donc, le premier scooter sortira quand d'échelle? Ah non, ils sont déjà Ils sortis. sont déjà sortis. Oui, on est homologué depuis 2020. Mmh. On est Origine France garantie à 68,9% en 2021. On vient d'avoir notre nouvelle homologation. On est Origine France à 73,3%. Et je pense qu'on sera à plus de 80% l'année prochaine. Et donc, on veut rapatrier le maximum de choses en France pour les maîtriser et pouvoir les faire durer. Donc, les faire durer, c'est les faire en inox, galvanisés, enfin dans des matériaux qui peuvent durer très longtemps. Et bien du coup, je vous serais encore obligé de revenir nous voir pour qu'on fasse la suite de l'aventure Christian Bruyère, parce que ça passe décidément beaucoup trop vite quand vous êtes là avec nous. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de ce numéro d'En route pour demain. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business et Tech Co. Prenez soin de vous d'ici là. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.